Comprendre les atouts, la puissance des formes géométriques est indispensable dans le dessin. Déjà pour savoir comprendre et analyser d'autres dessins, d'autres œuvres, et deuxièmement, faire comprendre votre dessin, votre œuvre. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux formes principales que l'on retrouve régulièrement dans les dessins et dans les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art, on parle de dessin, d'histoire de l'art, enfin cet univers merveilleux qui est de la création picturale. Je suis Maudelaine, artiste professionnelle et je suis là pour partager tout mon savoir et vous apprendre à dessiner. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre et le lire au titre de la vidéo, on va s'intéresser aux formes géométriques qu'on retrouve dans les dessins. Les formes géométriques, c'est une partie qui compose la composition. C'est pas la phrase la plus simple. C'est un des éléments clés qui fait partie de la composition. Aujourd'hui, quand vous regardez les œuvres des grands maîtres, tout est absolument réfléchi. La composition est réfléchie, le choix des couleurs est réfléchi, la posture des personnages est réfléchie. C'est vraiment pas fait au hasard. Il y a beaucoup de codes de représentation que vous allez apprendre petit à petit sur cette chaîne et on va commencer par les formes géométriques. Comme je ne cesse de le répéter, le plus important c'est le message. Qu'est-ce que vous voulez que les autres comprennent de votre dessin? Puis ensuite viennent les outils. Les outils, c'est tout ce qui est théorie autour du dessin, le matériel choisi. Donc dans les outils, on peut trouver la perspective, avec toutes les règles et théories de perspective. On peut retrouver toutes les théories de composition, toutes les théories de la couleur. On peut retrouver l'histoire de l'art, qu'est-ce qui a été fait avant nous, comprendre pourquoi des mouvements sont nés et pourquoi ils ont disparu par la suite, c'est hyper intéressant. Ensuite on a tous les matériaux, et je vais pas tous les citer, mais on a la peinture, le crayon, le découpage. Tout ça, moi je les appelle l'outillage. Autant le message, on répond à la question quoi, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Le matériel répond à la question avec quoi, donc avec quoi je vais représenter mon quoi. Est-ce que je vais préférer réaliser mon quoi en pastel parce que ça a du sens et que ça répond au message que je veux transmettre, ou est-ce que je vais choisir une autre technique? Et tout ce qui est théorie, perspective, composition, couleur, ça répond à la question comment. Par exemple, je veux créer une œuvre très dynamique et stressante parce que je veux que le monde ressente, je sais pas, mon stress intérieur. Donc j'ai mon quoi, mon message c'est représenter mes angoisses personnelles. Avec quoi? Bah là on va réfléchir. Est-ce que l'aquarelle c'est une bonne idée? L'aquarelle ça a quand même une notion très léger, très calme, très pâle. Donc ce n'est pas le meilleur outil pour exprimer de l'angoisse, à part si c'est une angoisse très fourbe mais le message passera moins bien. On peut prendre de la peinture, mais avec une touche très épaisse. On peut prendre... J'étais en train de penser au pastel, mais non, le pastel, c'est une connotation très douce, très frotté, très délicat, même si on peut faire des choses un peu plus violentes. Donc réfléchissez le avec quoi. Et le comment c'est l'outillage. Et ben, les perspectives angoissantes, généralement, on est en dessous du sujet, donc on va être dans une perspective de contre-plongée, on va se sentir dominé. Au niveau de la composition, on va choisir des lignes très obliques, des formes très pointues. Et au niveau des couleurs, on va choisir des couleurs très intenses comme le rouge. Si c'est de la tristesse, on peut tirer un peu vers le bleu, même si le bleu, il y a un côté calme. Voilà comment il faut raisonner votre image et comment ont raisonné les maîtres avant nous. En sachant que eux n'avaient pas autant de liberté que nous maintenant, vu que c'est principalement des œuvres religieuses. Il y a 3 formes standards qu'on retrouve dans des peintures. On ne les retrouve pas toutes en même temps, mais il y a beaucoup de toiles qui en combinent pas mal en même temps. Donc on a d'abord le carré. La composition en forme de carré, ça symbolise la stabilité, la force, le calme, l'équilibre. Et ça va forcer une lecture horizontale ou verticale. Généralement, quand une composition est en carré, elle n'est pas très dynamique, parce que le carré pose les choses. Selon où est placé le carré dans l'image, ça va apporter un poids dans l'image. Alors, avec le carré, on peut aller sur l'extension du
rectangle, mais le carré est quand même plus puissant comme forme, parce que le rectangle est plus réparti. Ensuite, on a le rond. Ça ressemble à un rond, c'est bon? Le rond, c'est la souplesse, la délicatesse, la fluidité et surtout l'organique. On va vraiment préférer les ronds pour dessiner le corps, pour dessiner les plantes sauvages qui ondulent. On a besoin de ce côté très souple, très organique. Avec le rond, il y a aussi les lignes courbes. Donc vous voyez un peu ce que c'est une ligne courbe. Et les lignes courbes, c'est vraiment ce qui va diriger. On va suivre la ligne. Donc si dans un dessin, vous voulez que la personne qui regarde votre dessin passe son regard à des points stratégiques, choisissez la ligne et l'œil suivra naturellement cette courbe. Donc vous maîtrisez la narration de votre image. Ensuite arrive le triangle. Le triangle symbolise plutôt la dynamique, la hiérarchie, parce que ce qui est en haut domine le bas, et permet aussi pour chaque pointe des sens de lecture. Le triangle n'accompagne pas comme la courbe jusqu'à l'élément qu'on est censé voir, mais il nous donne une direction. Par exemple, si je fais un triangle comme ça, on a envie de suivre cette direction. L'œil va suivre cette direction. Et avec le triangle, on peut l'assembler à des lignes obliques, des lignes dynamiques qui ne sont pas droites. Parce que si elles sont droites, on est dans la sphère du carré. Et ces lignes-là apportent beaucoup de mouvement, beaucoup de déséquilibre, C'est des traits qu'on va choisir pour exprimer de l'angoisse, de la peur, du déséquilibre. Vraiment, les lignes courbes, c'est l'action. Les lignes horizontales et verticales, c'est l'inaction. Et les lignes en courbe, c'est l'action, mais en toute douceur. Après, comme je vous ai dit, on peut retrouver énormément de formes en un dessin et tout est réfléchi. On peut avoir des combinaisons de 2 triangles, donc ça donne un losange. Là aussi, on retrouve le pouvoir, la dynamique du triangle qui va envoyer vers le haut. Et si c'est un losange, ça envoie aussi vers le bas et un peu sur les côtés. Donc quand vous savez qu'une forme dans un tableau a ses atouts et dirige l'œil et c'est des outils pour faire comprendre votre message, vous verrez vraiment les formes autrement. Je vous encourage à en intégrer dans vos dessins. Ça va vraiment structurer les choses. J'ai fait une sélection d'œuvres pour que vous puissiez vraiment voir ce que je veux dire par forme. On n'est pas obligé de dessiner un carré et d'ailleurs c'est un peu grossier de dessiner un carré si on veut faire une composition en carré. Dans l'œuvre de Caravage, Narcisse, là on a une structure en carré, enfin le carré il est donné avec le pli des 2 bras et le reflet qui double ce pli et ça crée un carré. Pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Narcisse, il y a 2 versions, mais je vais en dire qu'une seule. Allez vérifier la version et choisissez celle qui vous plaît le plus. L'histoire de Narcisse, c'est l'histoire d'un homme qui a reçu une malédiction et en fait il va tomber amoureux de son reflet. Il va regarder son reflet pendant des jours et des heures. Et les 2 variantes, c'est que il va tellement aimer son reflet qu'il va vouloir s'en approcher et donc il va tomber dans l'eau et mourir noyé. Et la deuxième option, c'est qu'il meurt de famine parce qu'il ne peut plus détacher son regard de son reflet. Donc la forme du carré a tout son sens parce qu'il est stable à regarder son reflet. Il n'y a pas de mouvement, le personnage est hypnotisé, statique. Ensuite, au niveau des courbes, on a la vague de Kanagawa, je crois, de Hokusai, un tableau extrêmement connu. Et bien là aussi, on retrouve une courbe. Bon, là, ça représente le chiffre d'or, mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin dans la théorie. Là, on a une courbe qui dirige l'œil vers la vague. Naturellement, on va suivre la vague de cette façon, car l'image a été pensée et composée avec cette courbe. Et même si la vague quand même paraît peut-être un peu violente, mais cette courbe adoucit les choses. On n'a pas l'impression que c'est une vague non plus meurtrière. On a la toile du verrou, où là c'est un exemple de ligne dynamique. Donc ça part du pied de la femme jusqu'à la main de l'homme qui est en train de fermer le verrou. Les lignes dynamiques, c'est l'action. Donc on comprend qu'il est en train de fermer le verrou et qu'il prend par la taille la femme. On est dans l'action. Ensuite, on a la toile Le Cauchemar où on retrouve une femme qui est dans une paralysie du sommeil. On la retrouve sur une ligne absolument horizontale. Donc horizontale, c'est le statique, le non-mouvement, le calme, le linéaire. Et comme c'est une femme, on va quand même ajouter des courbes et faire tomber son bras de manière très souple
Et le drapé aussi va suivre cette chute mais en courbe. C'est un tissu qui tombe comme la femme. Donc on sent que cette image elle n'est pas mobile, il y a quelque chose de l'emprise du statique. Ensuite on a l'exemple du radeau de la Méduse où là c'est une forme en triangle qui est assez évidente et le triangle est composé que de lignes obliques et dynamiques. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de mouvement, énormément d'énergie et d'angoisse et de déséquilibre dans ce tableau parce que rien n'est droit, tout est penché, tout est en mouvement. Et comme c'est une scène très angoissante, il n'y a pratiquement pas de courbe non plus. C'est très pointu, c'est très douloureux. Là on arrive dans une œuvre de Kandinsky. Je ne vais pas vous vexer en demandant quelle est la forme principale que l'artiste a choisie ici. C'est plutôt évident. Là c'est peut-être moins évident, c'est la même forme qui a été choisie. Donc pour lire le cercle aussi permet de se concentrer sur une zone bien définie. Là le cercle il est assez simple, il part de la tête de l'homme qui a le pantalon rouge, la courbe se continue sur sa jambe, continue sur la jambe de la femme, remonte jusqu'à sa tête, la courbe continue sur le dos de celui qui est avachi sur la table, la courbe passe par l'ombre du chandelier, arrive sur la tête du seul personnage qui a l'air un peu éveillé, repasse à nouveau sur un chandelier pour arriver à la tête du premier personnage. Donc là on a un cercle. Et en fait notre regard va se promener entre ces 4 personnages, on va tourner en boucle. Des fois on va sortir pour regarder des petits détails mais on va revenir parce que le sujet et la manière dont cette œuvre a été construite c'est pour être lu en boucle. Là pour Monet avec la gare de Saint-Lazare, c'est une combinaison de 2 formes, d'un rectangle et d'un triangle. Le rectangle va mettre du poids, on va comprendre qu'on est sur des chemins de fer, que c'est une structure. Et le triangle par contre va donner l'impulsion, un peu de mouvement à cette gare, montrer qu'il y a les trains qui arrivent, qui repartent. En plus le triangle, on a la fumée qui nous fait comprendre qu'il y a un mouvement qui monte vers le triangle. Et là un autre exemple pour montrer à quel point les diagonales sont puissantes pour mettre de l'action. Dans cette image il n'y a que des diagonales, il n'y a vraiment rien de calme. C'est assez angoissant, c'est limite si on entend les chiens crier. Donc cette image a été extrêmement réfléchie pour avoir le message de l'action, la violence des chiens de chasse qui s'attaquent entre eux. Je crois qu'ils se battent pour manger un cerf, un animal mort parce qu'on peut voir des os en bas à gauche. Là aussi, combinaison de formes, 2 triangles. Souvent le personnage principal est dans une forme, donc ou au milieu d'un carré, ou en haut d'un triangle, ou au milieu d'un losange, ou au milieu d'un rond. Dans ce retable là, il y a énormément de formes, c'est vraiment très étudié. Maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir regarder les œuvres des anciens maîtres ou même les œuvres actuelles, plus récentes comme Kandinsky ou des œuvres peut-être plus contemporains. Et pour ceux qui ont ce savoir, ils vont utiliser les formes pour faire passer les messages. Et je t'invite à faire pareil. Réfléchis ton message, choisis ce qu'il te faut, ça c'est l'outillage, choisis ce qu'il te faut pour y arriver, puis le message passera tout seul, tu auras des super ressources sur ton dessin. Pense au quoi, pense au avec quoi et pense au comment. Voilà, je te laisse ici, j'espère que ça t'a donné envie de faire un dessin qui a une structure géométrique. Si c'est le cas, tu peux me l'envoyer par mail, je peux faire une correction, j'aime bien corriger les dessins. C'est mon écran que je filme et je te donne à peu près un petit cours et je corrige ton dessin. Donc c'est toi qui vois si tu veux m'envoyer ton dessin. Et bien je te souhaite une bonne journée et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.